Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. La grossesse et son impact sur les médicaments. On a tous en tête, bien sûr, les transformations visibles. Oui, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans la mécanique du corps. Et les sources qu'on a consultées, des manuels de pharmacologie clinique, décrivent une véritable révolution physiologique qui change absolument toutes les règles du jeu. C'est exactement ça. La grossesse, ce n'est pas du tout un état stable. C'est un processus qui évolue en permanence. L'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi une dose de médicament qui fonctionne très bien avant la grossesse peut devenir soit inefficace, soit dangereuse quelques mois plus tard. D'accord. Notre mission, c'est un peu de décortiquer ces mécanismes pour comprendre la logique derrière les ajustements constants que les médecins doivent faire, pour la sécurité de la mère et du fœtus, évidemment. C'est un vrai casse-tête, en fait. Il faut trouver cet équilibre parfait, assez de médicaments pour la mère, qui a peut-être une maladie chronique, Absolument. mais pas trop pour ne pas nuire au fœtus. On va donc explorer ça en suivant 3 grands axes. Comment le corps stocke les médicaments, comment il les nettoie, et puis comment il les transforme. Parfait. Alors, commençons par le plus visible. Pendant la grossesse, le corps d'une femme contient beaucoup plus de liquide. Le volume de sang augmente, tout est plus gorgé d'eau. J'imagine que ça a un impact direct. Un impact énorme. En pharmacologie, on a un concept un peu abstrait pour ça, le volume de distribution. Imaginez, vous mettez une goutte de colorant rouge dans un petit verre d'eau. D'accord. La couleur va être très très intense, très concentrée. Maintenant, cette même goutte, vous la versez dans une grande carafe d'1 litre. Ah oui, là on la voit à pleine. Le colorant est toujours là, mais il est complètement dilué. La couleur est presque invisible. Et la carafe, c'est le corps de la femme enceinte. Exactement. Le volume de distribution, c'est la taille de cette carafe. Et pendant la grossesse, le corps devient une très très grande carafe. Pour les médicaments qui se dissolvent bien dans l'eau, qu'on appelle hydrosolubles, c'est un changement radical. Donc, la même dose se retrouve perdue dans un volume beaucoup plus grand. C'est ça. D'accord. Donc le médicament est plus dilué. Mais est-ce que ça a un impact vraiment mesurable? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'échec du traitement? Absolument. Ça peut le rendre complètement inutile. Si la concentration du médicament dans le sang tombe en dessous d'un certain niveau, le seuil thérapeutique, eh bien il n'a plus d'effet. C'est fou. Du coup, un échec de traitement peut arriver non pas parce que le médicament ne marche plus, mais juste parce qu'il est trop noyé en quelque sorte pour atteindre sa cible. Le traitement est bon, la dose est bonne, mais le corps a tellement changé que ça ne suffit plus. C'est l'idée principale, oui. Mais ce n'est même pas aussi simple que ça. Pour être plus précis, il y a une autre couche de complexité. Les manuels insistent beaucoup là-dessus. Laquelle? Les protéines dans le sang. Beaucoup de médicaments voyagent en s'accrochant à des protéines, comme l'albumine. Ce sont des sortes de taxis. D'accord. Et seule la partie du médicament qui est à pied, la fraction libre, est vraiment active. Or, pendant la grossesse, la concentration de ces protéines, de ces taxis, diminue aussi. Attendez, donc non seulement le médicament est plus dilué, mais en plus il y a moins de taxis disponibles, ce qui change la quantité de médicaments réellement actifs. Voilà, ça devient un calcul d'apothicaire. C'est une excellente image. Et c'est précisément pour ça qu'on doit souvent réévaluer et augmenter les doses. On ne traite pas un état fixe, on traite une trajectoire dynamique. D'accord, le corps est une plus grande carafe, ça dilue tout, mais ce n'est pas le seul changement, j'imagine. Est-ce que le corps se met aussi à nettoyer plus vite? Je pense aux reins, là. C'est une transition parfaite. Parce que oui, c'est le deuxième grand changement. Les reins passent en mode surpuissance. Le volume de sang qui les traverse chaque minute explose. Ah oui, ouais. Et leur capacité de filtration, ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, peut augmenter de 50%. 50%, c'est énorme. Et ça, dès le premier trimestre. C'est comme si on passait d'un petit filtre à café à une station d'épuration industrielle. Tout passe beaucoup, beaucoup plus vite. Exactement. Et si tout passe plus vite, les médicaments qui sont éliminés par les reins, eh bien, ils sont évacués de l'organisme beaucoup plus rapidement. La durée de vie du médicament dans le corps raccourcit. On parle d'une clairance rénale qui est accrue. Les sources donnent l'exemple du lithium. C'est un médicament pour les troubles bipolaires qui a une marge thérapeutique étroite. Ça veut dire que la différence entre la dose qui soigne et la dose qui empoisonne est minuscule. C'est le cas d'école.
Avec des reins qui tournent à plein régime, le lithium est évacué si vite que sa concentration peut s'effondrer. Ce qui expose la mère à une rechute. Exactement. Et ça oblige à une surveillance sanguine très très stricte, parfois toutes les semaines, et à des ajustements de dose constants. On augmente pour compenser l'élimination, mais on fait attention à ne jamais dépasser la ligne rouge de la toxicité. Ok, donc le médicament est dilué et il est éliminé plus vite. Ça commence à faire beaucoup. On a vu le stockage, le nettoyage et l'usine de transformation principale du corps, le foie. Est-ce que de son côté, ça tourne comme d'habitude? Pas du tout. Il est au cœur de la tempête. Le foie, c'est notre centre de métabolisme. Grâce à une armée d'enzymes, les fameux cytochromes P450 ou CIUREC-P. Oui. Et ces enzymes sont incroyablement sensibles aux hormones. Or, la grossesse, c'est un véritable tsunami hormonal. Les niveaux d'oestrogène, de progestérone, ils explosent. Et ces hormones, elles donnent de nouveaux ordres à l'usine Usite. En quelque sorte, oui. Elles peuvent soit accélérer le travail de certaines enzymes, soit au contraire le freiner. Par exemple, l'activité du CYP3A4, qui est une enzyme star, elle métabolise plus de la moitié des médicaments. La moitié? Oui. Eh bien, son activité peut être modifiée. Selon le médicament, il pourrait être éliminé plus vite ou, à l'inverse, s'accumuler dangereusement. Les textes parlent aussi de l'effet des œstrogènes sur d'autres choses, comme la production d'angiotensiogènes, ce qui a un impact sur la tension artérielle. Bref, tout le métabolisme est recalibré. Attendez, si je résume. On augmente les doses parce que le volume est plus grand, on les augmente encore parce que les reins éliminent plus vite, et on les ajuste à nouveau parce que le foie travaille différemment. Mais tout ça, c'est temporaire. Qu'est-ce qui se passe juste après l'accouchement? Et là, on touche au point le plus critique, et peut-être le plus contre-intuitif que nos sources soulignent, le postpartum. Le retour à la normale, j'imagine. À retour. Brutal. Le volume sanguin, la fonction des reins, l'activité des enzymes du foie, tout ce qui a mis 9 mois à changer, peut revenir à la normale en quelques jours, voire quelques heures après l'accouchement. Attendez une seconde. Ça veut dire que pendant 9 mois, on augmente les doses pour que le traitement fonctionne, et du jour au lendemain, littéralement, cette même dose, qui était devenue la norme, peut devenir une surdose. C'est exactement ça. C'est un retour de bâton hyper rapide. Waouh! Si la dose qui a été soigneusement augmentée pendant des mois n'est pas immédiatement et drastiquement réduite après l'accouchement, la mère est exposée à un risque de toxicité très, très élevé. C'est une période de transition qui est aussi dangereuse et qui demande autant de vigilance que la grossesse elle-même. C'est un aspect auquel on ne pense pas du tout, spontanément. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la mère, mais l'autre personnage de l'histoire, évidemment, c'est le fœtus. C'est souvent la première angoisse. Est-ce que ce médicament est dangereux pour le bébé? C'est le cœur du problème. La notion de tératogénicité, c'est-à-dire la capacité d'une substance à causer des malformations, et là le facteur clé, c'est le timing. Tout est une question de calendrier. Un même médicament peut être inoffensif à un moment et catastrophique quelques semaines plus tard. Absolument. Les manuels distinguent 3 phases très claires. Au tout début, avant même l'implantation de l'embryon, pendant les 17 premiers jours environ, Oui. c'est la loi du tout ou rien. Soit l'exposition à un produit toxique est létale pour l'embryon, il ne survit pas, soit il survit mais sans aucune séquelle. C'est binaire, pas de juste milieu. Très binaire. Mais ensuite vient la période la plus critique, de la 3e à la 10e semaine. C'est l'organogenèse, la construction de tous les organes. Le cœur, le cerveau, les membres, tout se met en place. Et là, c'est la zone rouge. C'est là que le risque de malformation anatomique majeure et permanente est maximal. Plus tard dans la grossesse, les organes sont formés mais ils maturent, ils grandissent. Le risque est alors plutôt lié à des problèmes fonctionnels, en particulier pour le cerveau, qui a un développement très long. D'accord. Pour illustrer ça, les sources donnent des exemples très forts qui racontent une histoire. Par exemple, la gestion des anticoagulants. Ah, c'est un cas fascinant. Ça illustre parfaitement le dilemme. Imaginez une femme avec une valve cardiaque mécanique. D'accord. Elle doit prendre un anticoagulant puissant, comme la warfarine, toute sa vie pour éviter un caillot qui pourrait être mortel. Mais la warfarine est très dangereuse pour le fœtus au début. Elle peut causer de graves malformations des os. On a donc un médicament vital pour la mère, mais toxique pour l'enfant. Comment on fait? On arrête tout? On ne peut pas, le risque pour la mère est beaucoup trop grand. À la place, on met en œuvre une véritable chirurgie thérapeutique.
On utilise une autre famille d'anticoagulants, les héparines. Et elles sont sûres? Leur grand avantage, c'est que leurs molécules sont trop grosses pour traverser la barrière du placenta. Donc, elles protègent la mère sans jamais atteindre le fœtus. Ah, mais c'est la solution parfaite alors. Presque. Elles sont moins pratiques à administrer et peuvent avoir des effets secondaires pour la mère, comme de l'ostéoporose à long terme. La stratégie, c'est donc un balai en 3 actes. Ok. Acte 1, premier trimestre, la période la plus critique. On utilise l'héparine. Acte 2, deuxième trimestre, le risque de malformation baisse, on repasse à la warfarine, qui est plus efficace et plus simple. Et le troisième acte? Acte 3. À l'approche du terme, on revient à l'héparine pour éviter tout risque d'hémorragie pour la mère comme pour le bébé pendant l'accouchement. Waouh! C'est un véritable balai pharmaceutique. On change de molécule 3 fois pour s'adapter à chaque étape. Ça montre à quel point la surveillance doit être constante. Tout à fait. Et ça, c'est quand on a une alternative. Mais parfois, c'est juste non. Oui. L'exemple classique, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IC, des médicaments très courants pour l'hypertension. Formellement contre-indiqué. Exactement. Ils peuvent bloquer le développement des reins du fœtus, ce qui est catastrophique. Pour l'hypertension, pendant la grossesse, on va donc utiliser des molécules plus anciennes, comme le méthyldopa, dont on connaît très bien le profil de sécurité depuis des décennies. C'est un choix délibéré pour la sécurité. Et puis, il y a les leçons tragiques de l'histoire. Les sources mentionnent le cas du diéthylstilbestrol, le DES. Oui, c'est le cas qui a durablement marqué les esprits, et la réglementation. Le DES, c'était une hormone de synthèse, prescrite à des millions de femmes pendant des décennies. On pensait que ça prévenait les fausses couches. Et à la naissance, les enfants semblaient en parfaite santé. Oui, mais on a découvert 20 ou 30 ans plus tard que les filles de ces femmes avaient un risque très très élevé de développer une forme rare de cancer du vagin. 20 ans plus tard. Les faits étaient totalement invisibles pendant des décennies. C'est terrifiant. C'est ça qui a enseigné une leçon cruciale. L'absence d'effet immédiat ne veut pas dire absence de risque à long terme. C'est cette histoire, entre autres, qui a poussé les agences comme la FDA à créer des catégories de risques, de A à X, pour guider les médecins. Même si ce système est un peu en train d'évoluer, il est le fruit de ces expériences. Donc, si on essaye de rassembler tout ça, cette analyse nous montre que la grossesse n'est pas juste un état, c'est une transformation physiologique totale. Le corps devient un environnement différent qui dilue les médicaments, les élimine plus vite et les transforme de manière imprévisible. Exactement. Et la conclusion à en tirer, ce n'est surtout pas d'avoir peur des médicaments et de tout arrêter. Non, au contraire. Au contraire. Pour beaucoup de femmes, arrêter le traitement serait bien plus dangereux, pour elles et pour le fœtus. La vraie conclusion, c'est que la médecine de la grossesse est une science de l'ajustement. Un ajustement permanent, une surveillance, une décision partagée entre le médecin et la patiente, en pesant constamment le balance bénéfice-risque. Cette discussion montre bien à quel point un état physiologique, parfaitement naturel, peut absolument tout changer dans notre réponse à un traitement. Et en refermant ces manuels, ça m'a fait penser à une question un peu plus large. Si la grossesse a un impact aussi massif, que sait-on vraiment de l'influence de facteurs plus subtils sur les médicaments qu'on prend tous les jours ? Je pense par exemple à nos horloges biologiques internes, les textes parlent de chronopharmacologie, ou à nos millions de petites variations génétiques individuelles. On traite souvent tout le monde avec la même molécule, à la même dose, mais peut-être que, d'une certaine manière, nous sommes toutes et tous des exceptions physiologiques qui nécessiteraient notre propre ajustement.